Le téléphone sonna à 6h20 du matin, dans l'appartement exigu de Étienne Morel dans le 11e arrondissement de Paris. Le son perça la cuisine encore plongée dans l'obscurité, se mêlant au bruit lointain des premiers bus et à l'odeur du café oublié dans la cafetière. Étienne répondit sans se présenter. À l'autre bout du fil, une voix brève et neutre l'informa que le procès commencerait à 9h précises. Ce n'était pas un rappel nécessaire. Ce jour était ancré dans sa routine depuis près de 2 ans. Étienne était un avocat pénaliste réputé pour son respect scrupuleux des échéances, des audiences et des détails. Son nom circulait dans les couloirs du palais de justice, suscitant un respect discret. Sans charisme ni recherche de notoriété, il s'était forgé une solide réputation en défendant des affaires complexes, souvent évitées par ses confrères. Ce jour-là, pourtant, ses gestes étaient différents. En s'habillant, il répétait des gestes simples. Boutonner sa chemise, ajuster sa cravate, avec une précision quasi mécanique, comme s'il craignait que la moindre variation ne provoque un effondrement invisible. L'affaire qu'il devait défendre ce matin-là était la plus délicate de sa carrière. Julien Caron-Estienne, accusé d'homicide involontaire après la mort d'un ouvrier du bâtiment en périphérie de Lyon, était devenu le symbole d'un débat national sur la responsabilité des entreprises. La presse suivait chaque détail, les syndicats protestaient et le parquet réclamait une condamnation exemplaire. La défense d'Étienne ne reposait pas sur une innocence totale, mais sur des failles structurelles et une responsabilité diluée. Un équilibre fragile, maintenu par des preuves techniques et une stratégie minutieusement élaborée. À l'autre extrémité de ce mécanisme se trouvait le juge chargé de l'affaire. Henri Delacroix a 58 ans. Delacroix était connu pour sa rigueur procédurale et son aversion pour les surprises. Ancien procureur, il avait accédé à la magistrature avec une réputation d'incorruptibilité. Ses jugements étaient longs, arides, et laissaient rarement place à l'interprétation émotionnelle. Pour beaucoup, il incarnait la stabilité du système judiciaire français. Pour d'autres, le visage le plus froid de la justice. Étienne et Delacroix s'étaient déjà croisés lors d'audiences moins importantes, conservant toujours une relation strictement professionnelle. Aucune animosité n'était affichée, mais aucune proximité n'existait non plus. Pourtant, ce matin-là, Étienne évitait de penser au juge. Il se concentrait sur son objectif d'arriver tôt au tribunal, de relire ses dernières notes et de s'assurer que Julien était prêt pour l'interrogatoire final. À 7h40, Étienne quitta l'appartement. Il se dirigea rapidement vers le métro, évitant touristes et ouvriers pressés. Il descendit à la station Cité, comme toujours, et traversa le pont en direction du palais de justice. L'édifice se dressait, imposant, se détachant sur un ciel gris, témoin de siècles de procès, d'acquittements et de condamnations. Pour Étienne, ce lieu était presque le prolongement de son propre corps, à la fois familier et oppressant. Il passa le contrôle de sécurité, salua un employé qu'il connaissait bien et entra dans la salle réservée aux avocats. Il regarda sa montre. 20h12. Il avait le temps. Il ouvrit sa mallette en cuir, vérifia ses documents et prit une profonde inspiration. C'est alors qu'il remarqua le premier signe suspect. Une enveloppe brune, sans aucune indication, reposait sur ses papiers. Il ne se souvenait pas de l'avoir déposée là. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier pliée en deux. Ni en-tête, ni signature. Juste une phrase écrite à la main à l'encre bleue. Il y a des vérités qui n'ont pas leur place devant les tribunaux. Étienne relut la phrase 2 fois. Ce n'était ni une menace directe, ni un ordre clair. Il remit le papier dans l'enveloppe, se disant qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie ou d'une tentative d'intimidation maladroite. Pourtant, il sentait un nœud à l'estomac. Il n'en dit rien à personne. À 8h30, il quitta la pièce pour rejoindre Julien. Il parcourut le long couloir, bordé de lourdes portes et de murs de pierre. L'écho de ses pas lui parut plus fort que d'habitude. Au détour d'un couloir, il s'arrêta net. Un homme qu'il ne reconnaissait pas lui barrait partiellement le passage. Il n'avait pas l'air d'un employé du tribunal. Il portait un manteau sombre, trop sobre pour ce lieu. Sans dire un mot, l'homme tendit une petite carte.
Étienne la prit instinctivement. C'était une vieille carte, jaunie par le temps, avec un nom écrit en lettres élégantes, Henri Delacroix, au verso, une date datant de 5 ans plus tôt. Avant qu'Étienne n'ait pu poser la moindre question, l'homme s'éloigna, se fondant dans la foule du couloir. L'avocat resta immobile quelques secondes, ressentant le poids de ce geste en apparence anodin. Le nom du juge, cette date précise, le mot anonyme, tout cela formait une suite troublante, dont le sens demeurait obscur. Il glissa la carte dans la poche intérieure de sa veste et poursuivit son chemin. Il devait se concentrer. Le procès devait commencer dans moins d'1 heure. Mais à 8h58, lorsque l'huissier appela les parties dans la salle, le siège d'Étienne était vide. 2 heures plus tard, sa disparition restait inexpliquée. 5 années s'écoulèrent avant que, devant un public silencieux, le juge Henri Delacroix ne décide de révéler pourquoi cet avocat n'avait jamais pu assister au procès et pourquoi la vérité avait été étouffée depuis lors. La disparition d'Étienne Morel n'eut pas l'impact immédiat que beaucoup auraient pu attendre. Ce matin-là, le procès reprit avec du retard, réorganisé à la hâte. Un avocat de la défense remplaçant prit en charge Julien Caron sans en maîtriser les détails, se contentant de questions générales et d'une attitude prudente. La condamnation intervint des semaines plus tard, accompagnée de titres discrets, mentionnant, presque en note de bas de page, la disparition inexpliquée de l'avocat principal. Paris, pourtant, a la fâcheuse habitude d'étouffer ses mystères. La ville continuait de fonctionner, indifférente à l'absence d'un homme parmi des millions d'autres. Les jours suivants, les collègues d'Étienne signalèrent des comportements étranges, mais rares furent ceux qui creusèrent davantage. Aucun signe de lutte dans son appartement, aucune transaction bancaire suspecte, aucune trace de son départ du pays. Le silence était total. La police ouvrit une enquête de routine qui fut classée sans suite des mois plus tard, faute d'éléments concrets. Au palais de justice, l'affaire devint un sujet tabou. Les fonctionnaires se souvenaient vaguement d'Étienne comme d'un homme trop méthodique pour disparaître ainsi. D'autres préféraient attribuer l'affaire à une fuite délibérée, alimentant les rumeurs selon lesquelles l'avocat s'était retrouvé mêlé à quelque chose qui le dépassait. L'enveloppe brune et la carte ne furent jamais enregistrées officiellement. Elles disparurent avec lui. Henri Delacroix, pour sa part, conserva ses habitudes. Il présidait les audiences, signait les sentences et refusait les interviews. Son comportement public demeura inchangé. Cependant, dans un cercle restreint, on constatait une rigidité accrue dans ses décisions, comme si chaque affaire devait être close sans la moindre ambiguïté. Ses collaborateurs directs avaient l'impression que Delacroix évitait certains sujets, notamment ceux qui impliquaient des défaillances institutionnelles ou des responsabilités partagées. La France traversait alors une période de tension sociale. Grèves fréquentes, débats sur la réforme du travail et méfiance croissante envers les institutions accentuaient le sentiment de fragilité du système. L'affaire Julien Caron s'inscrivait parfaitement dans ce contexte. Pour le public, la condamnation représentait un geste symbolique de justice. Pour certains, en coulisses, il ne s'agissait cependant que de la solution la plus commode. Julien purgea une partie de sa peine dans une prison de la banlieue de Marseille. Là, il se replia sur lui-même, évitant les conflits mais conservant une dignité exemplaire. Dès qu'on prononçait le nom d'Étienne Morel, il se taisait. Il savait que la stratégie de défense initiale n'avait jamais été pleinement présentée. Il savait aussi que certains documents qu'Étienne avait promis d'apporter au tribunal ne lui étaient jamais parvenus. Cette absence scella définitivement son destin. 5 ans plus tard, lorsque Julien fut libéré pour bonne conduite, l'histoire était déjà tombée dans l'oubli, pour la plupart. Seul un petit groupe se souvenait encore de l'avocat disparu, quelques heures avant un procès crucial. Parmi eux, Claire Beaumont, une journaliste d'investigation connue pour son insistance à revenir sur des affaires considérées comme closes. Claire s'était intéressée à l'affaire en consultant d'anciens dossiers de négligence d'entreprise. Le nom d'Étienne apparaissait fréquemment dans les références croisées, toujours associé à une défense solide qui ne s'était jamais concrétisée. En approfondissant ses recherches, elle constata des lacunes dans la documentation et une rapidité étrange dans les décisions de procédure.
La disparition de l'avocat n'était mentionnée dans aucun document officiel. Déterminée, Claire éplucha les dossiers, interrogea les anciens collègues d'Étienne et d'anciens employés du tribunal. Elle découvrit des détails en apparence insignifiants, mais révélateurs. Des caméras de sécurité en maintenance dans ce même couloir ce matin-là. Des registres d'entrée incomplets. Une demande de congé maladie déposée par Delacroix quelques semaines seulement après le procès, chose rare dans sa carrière. Delacroix, quant à lui, approchait de la retraite. Le juge vivait seul dans un spacieux appartement du 7e arrondissement, entouré de manuels de droit et de cartons d'archives. Il menait une vie discrète, sans enfants, sans visites fréquentes. Certaines nuits étaient consacrées à revisiter d'anciennes affaires, à relire des phrases, comme s'il cherchait quelque chose qui lui avait échappé au moment de les écrire. La culture juridique française valorise la formalité et la stabilité institutionnelle. Remettre en question les décisions établies est souvent perçu comme une menace pour l'ordre établi. Ce contexte explique en partie pourquoi l'affaire Étienne Morel est restée si longtemps sans suite. Il existait une confiance quasi rituelle selon laquelle, si rien n'avait été prouvé, il n'y avait plus rien à découvrir. Pourtant, de petites fissures commençaient à apparaître. Claire mit la main sur une lettre non envoyée, trouvée parmi les affaires d'Étienne conservées par la famille. Dans cette lettre, l'avocat évoquait une découverte qui compromettait non seulement une entreprise, mais aussi la neutralité même du tribunal. Aucun nom n'était cité. Aucune autre explication. Peu à peu, il devint évident que la disparition d'Étienne n'était pas un événement isolé, mais un rouage d'une machine plus vaste, silencieuse et efficace. Un système qui fonctionnait au mieux lorsqu'on s'abstenait de poser certaines questions. Et au cœur de ce système se trouvait un juge sur le point de prendre sa retraite, porteur d'un secret que, jusqu'alors, personne n'avait réussi à percer. L'intérêt de Claire Beaumont pour la disparition d'Étienne Morel cessa d'être purement professionnel lorsqu'elle comprit que chaque nouvelle question suscitait une résistance silencieuse. Les portes ne se fermaient pas brusquement. Elles se fermaient tout simplement. Les appels n'étaient pas refusés, ils restaient sans réponse. C'était le genre de blocage qui n'existe que lorsqu'il y a un consensus tacite sur le fait qu'une affaire doit rester enfouie. Claire entreprit de reconstituer la dernière semaine d'Étienne avec une précision quasi obsessionnelle. Elle découvrit que quelques jours avant le procès, il avait demandé des copies supplémentaires de rapports techniques concernant le chantier où l'accident mortel s'était produit. Ces documents, fournis par un cabinet de conseil indépendant initialement mandaté par l'entreprise de construction elle-même, n'avaient jamais été officiellement présentés au procès. Un élément de ces rapports contredisait la version des faits retenue par le tribunal. Pendant ce temps, Julien Caron tentait de se reconstruire une vie hors de prison. Il avait trouvé un emploi dans un petit entrepôt et évitait tout contact avec son passé. Cependant, lorsque Claire le contacta, il accepta de parler, non par espoir d'obtenir justice, mais par épuisement. Au cours de leur conversation, il révéla qu'Étienne avait semblé tendu les jours précédant le procès, mais pas effrayé. Il parlait comme quelqu'un qui croyait avoir trouvé la pièce maîtresse du puzzle. Julien a également mentionné un détail qui n'avait jamais été consigné. À la veille de l'audience, Étienne lui avait dit que le procès pourrait ne pas se dérouler comme prévu. Vous n'avez pas expliqué pourquoi. Il a simplement déclaré que certaines personnes n'accepteraient pas ce qui allait être révélé. Ce récit renforça les soupçons de Claire. La disparition était préventive et non réactive. Quelqu'un avait agi avant même qu'Étienne ait pu parler. Entre-temps, des éléments ont émergé, suggérant que le juge Delacroix avait reçu, des années auparavant, un dossier confidentiel concernant l'entreprise de construction responsable du projet. Ce dossier faisait état de défaillances systémiques, de corruption lors des inspections et d'une série de négligences remontant jusqu'aux plus hautes sphères administratives. Officiellement, le dossier a été classé sans suite, faute de preuves directes. Officieusement, son sort restait inconnu. Claire tenta d'interviewer Delacroix. La réponse lui parvint par l'intermédiaire de sa secrétaire. Le juge n'accordait pas d'interview sur les affaires anciennes.
Ce refus poli et ferme ne fit qu'attiser les tensions. La journaliste publia un article préliminaire soulevant des questions sans accusation directe. Le texte eut un impact modéré, mais suffisant pour créer un malaise dans les milieux juridiques. Quelques jours plus tard, Claire s'aperçut qu'elle était suivie. Pas ouvertement, mais toujours la même silhouette à des endroits différents, toujours suffisamment loin pour qu'elle ne puisse pas l'interpeller. Il n'y avait pas de menace explicite, mais le message était clair, quelqu'un l'observait. Dans le même temps, les anciens collègues d'Étienne commencèrent à se rétracter. L'un d'eux, qui avait initialement accepté de fournir des informations, demanda que son nom soit retiré de toute enquête. Il déclara simplement « Il y a des choses qu'on ne gagne pas à déterrer ». Le même scénario se répéta. Le conflit ne se limitait plus à la recherche du sort d'un avocat disparu. Il s'agissait désormais d'un affrontement entre la mémoire et l'opportunisme institutionnel. Claire avait le sentiment que chaque pas en avant impliquait un choix, reculer et préserver sa propre sécurité, ou avancer et contester un système conçu pour étouffer la dissidence sans laisser de traces. Entre-temps, Delacroix suivait de loin la résurgence de l'affaire. Sans intervenir publiquement, il fit un geste inhabituel. Il demanda l'accès à l'intégralité du dossier Julien Caron, pourtant clos depuis des années. La requête attira l'attention d'un greffier, mais fut acceptée sans hésitation. Le juge commença alors à emporter chez lui des cartons de documents, relisant des pages qu'il connaissait par cœur. Le conflit atteignit un point critique lorsque Claire reçut anonymement un courriel contenant une seule pièce jointe, une image floue provenant d'une caméra de surveillance interne du tribunal, datée du matin de la disparition. L'image montrait Étienne en train de parler à une personne hors du champ de vision principal. La légende était simplement « 2 heures suffisent ». On avait désormais la preuve qu'Étienne n'avait pas simplement disparu, il avait été intercepté. Et quelqu'un n'ayant accès aux caméras le savait. L'image envoyée anonymement devint le point central, bien que discret, de toutes les actions de Claire. Elle ne la publia pas. Elle savait qu'une divulgation hâtive risquait de compromettre l'enquête avant même qu'elle ne prenne son essor. Elle entreprit donc de rechercher qui avait eu accès aux caméras internes du palais de justice à cette époque. Elle découvrit que, 5 ans auparavant, le système était géré par une société tierce, embauchée en urgence suite à une défaillance structurelle. La même entreprise de construction impliquée dans l'affaire Julien Caron avait participé au consortium qui finançait la modernisation. Cette coïncidence ajouta une dimension troublante. L'intrigue secondaire concernant l'infrastructure du tribunal, d'abord sans importance, commençait à se mêler directement à la disparition d'Étienne. La modernisation avait été approuvée avec une rapidité inhabituelle, sans appel d'offres, sous prétexte d'urgence technique. En coulisses, on sentait une précipitation excessive. Une autre histoire parallèle se dessine du côté de la famille d'Étienne. Ses parents, habitants d'un petit village breton, avaient été conseillés des années auparavant d'accepter l'hypothèse d'une disparition volontaire. Ils avaient reçu une compensation discrète grâce à un accord jamais pleinement expliqué. Claire leur rendit visite et prit conscience du poids de ce silence acheté. La mère d'Étienne gardait encore l'espoir que son fils soit vivant, mais évitait d'en parler, comme si elle craignait de perdre le peu qui lui restait. Pendant ce temps, Julien Caron était confronté à ses propres démons. Libre mais marqué par les épreuves, son passé le hantait sans cesse, hanté par de petits gestes, des regards suspicieux, des portes qui se fermaient lors d'entretiens d'embauche prometteurs. Son histoire personnelle montrait clairement que la condamnation ne s'était pas arrêtée avec le verdict. En acceptant de collaborer avec Claire, il s'exposait à nouveau, ravivant une stigmatisation qui ne l'avait jamais quitté. Julien révéla un autre détail. Le matin du procès, il fut informé à la dernière minute qu'Étienne avait été convoqué pour une conversation urgente au sein du tribunal. L'information provenait d'un employé qu'il ne connaissait pas. Cette réunion ne fut jamais consignée dans les registres officiels.
Le fonctionnement administratif du tribunal prenait une importance croissante, révélant comment la bureaucratie pouvait être utilisée pour effacer les traces sans laisser de chiffres. Parallèlement, Delacroix était en proie à des tensions internes croissantes. Son précédent arrêt maladie avait été motivé par de violentes crises de migraine, mais aussi par un facteur moins visible, la difficulté à maintenir des décisions qui, bien que juridiquement défendables, avaient été influencées par des informations incomplètes. Chez lui, le juge conservait un dossier officieux contenant des notes personnelles sur des affaires sensibles, notamment celle d'Étienne Morel. Une intrigue secondaire, moins visible, impliquait l'Association nationale des magistrats, qui surveillait de près toute tentative de remise en cause des décisions passées. Un conseiller influent laissa entendre, lors d'une conversation informelle avec Delacroix, que la réouverture symbolique du dossier risquait de éroder la confiance du public. Le message était clair. La stabilité primait sur l'exactitude rétrospective. La pression du temps s'intensifia lorsque Claire reçut un avertissement interne. Delacroix annoncerait prochainement sa retraite lors d'une cérémonie publique. C'était un point de non-retour. Après sa retraite, toute révélation aurait moins d'impact, facilement perçue comme un coup de gueule tardif ou un aveu sans conséquence. Les intrigues secondaires convergeaient vers un point central. Le temps pressait. Chaque personnage avait quelque chose à perdre. La vérité, bien que fragmentée, commençait à se dessiner de façon dangereuse, et plus les pièces du puzzle s'assemblaient, plus il devenait évident que la disparition d'Étienne était le fruit d'une décision collective, quoique silencieuse. Il n'y avait ni méchants caricaturaux, ni complots flagrants, juste des choix faits au nom de l'ordre, de la réputation et de la commodité. Des choix qui, désormais, avaient un prix. Le tournant s'est produit discrètement, presque bureaucratiquement, comme c'est souvent le cas pour les événements les plus décisifs au sein des institutions. Henri Delacroix annonça officiellement la date de sa retraite, 3 semaines seulement avant. La cérémonie se tiendrait au palais de justice même, en présence de magistrats, de représentants du parquet et de la presse spécialisée. Un adieu solennel à une carrière considérée comme exemplaire. Pour Claire Beaumont, il ne s'agissait pas d'une simple étape symbolique, c'était une limite. Si quoi que ce soit devait être révélé, cela devait se produire avant que Delacroix ne devienne un ancien juge comme les autres, protégé par l'aura du passé. 2 jours après l'annonce, Claire reçut un appel inattendu, un numéro masqué. La voix à l'autre bout du fil était basse, posée, masculine, avec une légère hésitation avant chaque phrase. Il ne se présenta pas. Il dit seulement qu'il avait des informations qui ne devraient pas survivre au départ à la retraite du juge. Il lui donna rendez-vous dans un café discret, près du canal Saint-Martin, en début de soirée. L'homme qui apparut n'était pas celui que Claire attendait. C'était Marc Lenoir ancien, conseiller juridique du tribunal, limogé des années auparavant sous prétexte de restructuration administrative. Il portait une fine mallette et le poids d'un secret mal dissimulé depuis trop longtemps. Sans hésiter, il tendit à Claire une copie d'une note interne datée de la semaine précédant le procès de Julien Caron. Le document confirmait ce qui n'était jusqu'alors que soupçonné. Étienne Morel avait formellement demandé l'intégration de nouveaux rapports d'experts, établissant une négligence systémique et un lien direct entre l'entreprise de construction et des irrégularités lors des inspections publiques. La note indiquait également que ces éléments avaient été classés sensibles et transmis directement au juge en charge du dossier, M. Delacroix. Mais ce qui a tout changé, c'est le mot manuscrit en bas. Une audience parallèle est requise avant la séance. Marc expliqua, visiblement mal à l'aise, que l'audience n'avait jamais été enregistrée. Elle n'était pas illégale, mais tout à fait irrégulière. Elle avait servi à évaluer les risques institutionnels. Étienne avait été conduit dans une salle administrative sous prétexte de clarification technique. Ce qui s'y était passé n'avait jamais été consigné. D'après Marc, Étienne a quitté la pièce en silence, pâle, mais sans manifester la moindre violence. On lui a conseillé de réfléchir aux conséquences de la divulgation de certaines informations. 2 heures plus tard, il a tout simplement disparu.
Le tournant décisif s'est produit lorsque Claire a compris que Delacroix n'avait pas été un simple spectateur passif. Il avait été le lien entre la vérité juridique et la préservation des institutions. Il n'avait pas ordonné la disparition d'Étienne, mais en avait créé les conditions, en exerçant des pressions, en isolant et en permettant à d'autres d'agir. La même semaine, Delacroix fit une démarche inattendue. Il sollicita une audience extraordinaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature. La demande, dont la justification était vague, surprit. Parallèlement, il adressa une lettre personnelle à Claire Beaumont, fait sans précédent. Il y affirmait simplement qu'il y a des moments où le silence cesse d'être neutre et devient un choix. La révélation implicite était claire. Le juge allait parler, non pour se justifier, mais par épuisement moral. La disparition d'Étienne, jusque-là passée sous silence, devenait l'élément central d'une vérité plus profonde, mettant en péril non seulement des réputations, mais aussi le concept même d'impartialité judiciaire. La donne avait changé. Il ne s'agissait plus d'enquêter sur le passé, mais de décider comment et dans quelle mesure la vérité pouvait être révélée. La décision d'Henri Delacroix de convoquer une audience extraordinaire a provoqué un remous discret au sein du système judiciaire. Aucune déclaration officielle alarmiste n'a été faite, mais le mouvement a suffi à déclencher des mécanismes de régulation. Les conseillers ont commencé à échanger des messages prudents, et les anciens alliés pesaient leurs mots lorsqu'ils évoquaient le juge. Lorsqu'une personne du calibre de Delacroix demandait à s'exprimer librement, c'était perçu comme un signe d'instabilité. Claire Beaumont en a ressenti les répercussions presque immédiatement. Son rédacteur en chef a reçu des appels lui conseillant de faire preuve de prudence éditoriale. Rien d'explicite, aucune menace, juste le vieil argument de la responsabilité institutionnelle. Malgré tout, le journal a décidé de poursuivre l'enquête, conscient désormais que toute publication pouvait déclencher une réaction en chaîne. Julien Caron, apprenant la tenue de l'audience, a réagi avec un mélange d'espoir et de crainte. Pour la première fois depuis des années, il était possible que sa condamnation soit réexaminée, même symboliquement. Cependant, il comprenait aussi le coût émotionnel de revivre cette affaire. Chaque reportage, chaque mention du procès rouvrait des blessures jamais complètement cicatrisées. À l'intérieur du palais de justice, des employés de longue date commencèrent à se souvenir de détails qu'ils avaient préféré oublier. L'un d'eux confirma à Claire, sous couvert d'anonymat, qu'Étienne avait été vu entrant dans une salle administrative peu avant le procès. Un autre mentionna des ordres verbaux de ne pas consigner certains mouvements ce jour-là. Ces réactions n'étaient pas des actes de courage isolés, mais des signes que le silence commençait à perdre de son emprise. Delacroix, quant à lui, dut faire face aux conséquences de sa décision. Le poids de parler se manifesta physiquement. Insomnie, difficulté de concentration, une irritation contenue. Il retourna aux archives personnelles d'Étienne et en sépara des documents inédits. Il n'envisageait pas de discours émotionnel. Il savait que toute révélation se devait d'être précise, mesurée et juridiquement irréprochable. L'Association nationale des magistrats a publié une déclaration générale sur le respect de la stabilité institutionnelle, interprétée par beaucoup comme un avertissement à peine voilé. Certains collègues de Delacroix ont pris leur distance, tandis que d'autres ont tenté de le convaincre de revenir sur sa décision. Ils ont fait valoir qu'après tant de temps, rien de concret ne pouvait être prouvé, et que la vérité, sans conséquences pratiques, ne ferait que nuire. Claire comprit que le débat ne portait plus sur Étienne Morel, mais sur la responsabilité collective. Chaque réaction, chaque tentative d'enrayer l'enquête révélait la crainte de voir s'effondrer la version officielle. Le moment le plus délicat survint lorsque Delacroix annonça officiellement son intention d'évoquer l'affaire Étienne lors de son audition. L'information fuita rapidement. En quelques heures, le sujet revint sur les réseaux sociaux et dans les médias indépendants. Ce qui n'était plus qu'un mystère oublié devint le symbole de l'opacité institutionnelle. Les conséquences se multiplièrent. L'entreprise de construction impliquée dans l'affaire Julien Caron publia un communiqué niant
toute irrégularité et réaffirmant la légalité du processus. Parallèlement, ses avocats commencèrent à prendre des mesures pour prévenir d'éventuelles accusations. Le système réagit comme un organisme menacé, cherchant à préserver ses structures. Désormais, impossible de revenir au silence confortable. La décision de Delacroix avait déclenché une série d'événements que personne ne pouvait totalement maîtriser. Et au cœur de tout cela demeurait la question qui commençait à faire débat. Que s'est-il passé exactement pour Étienne Morel pendant ces 2 heures? Pour Claire Beaumont, la phase qui s'annonçait exigeait bien plus que de la persévérance dans l'enquête. Elle nécessitait un changement d'attitude. Jusque-là, elle avait travaillé en observatrice critique, rassemblant des fragments épars. Désormais, elle devait prendre un rôle actif, consciente que son exposition personnelle s'accroîtrait. Elle commença à documenter chaque contact, chaque source, chaque menace voilée. Elle ne recherchait pas la protection d'une institution, mais la clarté. Si quelque chose lui arrivait, la quête de la vérité ne disparaîtrait pas avec elle. Cette décision marqua un tournant dans sa carrière. Claire cessa de tenter de convaincre le système de coopérer et commença à œuvrer en marge de celui-ci, recoupant les données, protégeant ses sources et élaborant un récit incontournable. L'innocence n'avait plus sa place. Chaque information devait désormais être étayée par de multiples vérifications. Julien Caron a lui aussi connu une transformation. En acceptant de rendre son histoire publique, il a cessé d'être une simple victime silencieuse d'une condamnation hâtive. Il est devenu acteur de sa propre histoire. Il a participé à des entretiens prudents, s'attachant toujours aux faits et évitant les accusations directes. Il ne cherchait pas à se venger, mais à faire reconnaître l'erreur structurelle qui avait façonné sa vie. Ce changement a engendré de nouveaux défis. L'exposition a ravivé les critiques et les doutes, mais a aussi suscité un soutien inattendu. D'anciens collègues, auparavant distants, ont commencé à le reconnaître comme celui qui avait porté seul un fardeau collectif. Pour Julien, surmonter cette épreuve n'a pas consisté à effacer le passé, mais à l'intégrer sans le laisser le définir entièrement. Henri Delacroix traversait une période de maturation distincte, plus discrète et plus tardive. Habitué à exercer son autorité, il devait désormais faire face à ses propres omissions. En réexaminant ses décisions passées, il ne révélait pas des erreurs de forme, mais des choix faits pour préserver les apparences de l'ordre. Le juge commença à redéfinir pour lui-même la frontière entre prudence et lâcheté. Il décida que son audience ne serait pas une défense personnelle. Il prépara un récit objectif et chronologique, axé sur les actes et leurs conséquences. Il reconnaîtrait sa responsabilité sans dramatisation. Ce choix représentait sa manière de surmonter les épreuves, renoncer à la maîtrise du récit qu'il avait exercé pendant des décennies. D'autres personnages ont également évolué. Marc Lenoir, l'ancien conseiller, a accepté de formaliser son témoignage, sachant pertinemment que cela anéantirait définitivement toute possibilité de retour au service public. Pour lui, le choix était simple, continuer à garder le secret ou en assumer les conséquences. La croissance collective s'est manifestée par le rejet progressif du silence automatique. Il ne s'agissait pas d'héroïsme, mais d'épuisement. Des structures qui semblaient auparavant incontestables commençaient à s'effondrer sous le poids accumulé de petites concessions morales. Cette phase n'apporta pas de soulagement immédiat. Au contraire, elle exacerba les tensions. La surmonter, dans ce contexte, signifiait aller de l'avant même sans garantie de justice totale. Pourtant, un élément essentiel avait changé. Les personnages n'étaient plus paralysés par la crainte de rompre l'équilibre apparent. Désormais, ils étaient prêts à affronter le déséquilibre réel. L'approche de l'audience extraordinaire transforma le palais de justice en un lieu où régnait une tension palpable. Aucune agitation n'était visible, mais les couloirs semblaient plus étroits, les conversations plus feutrées, les salutations plus brèves. La préparation ne se limitait pas aux documents,
Elle impliquait aussi un positionnement silencieux. Claire Beaumont a organisé tous les documents recueillis selon une chronologie rigoureuse. Aucune conjecture, uniquement des faits, des recoupements entre les documents et des témoignages concordants. Elle savait qu'à ce stade, la moindre erreur servirait à discréditer l'ensemble du dossier. Son journal préparait un reportage détaillé, prêt à être publié dès l'intervention de Delacroix. Ni avant, ni après. L'impact dépendait du moment. Julien Caron a été officiellement informé que son cas pourrait être cité comme exemple de vice de procédure, non pas pour donner lieu à un contrôle judiciaire immédiat, mais pour illustrer les conséquences humaines de cette situation. Il a accepté d'assister à l'audience, non pas en accusateur, mais pour témoigner concrètement de ce qui avait été décidé sans transparence. Sa simple présence serait un acte symbolique. Entre-temps, Delacroix clôturait les dossiers en cours et déclinait toute nouvelle invitation publique. Il passait ses après-midi à relire ses anciennes notes, distinguant ce qui relevait de la preuve légale de ce qui restait une question de responsabilité morale. Il savait qu'il ne révélerait pas tout, seulement assez pour démanteler la version officielle maintenue depuis 5 ans. 2 jours avant l'audience, une ultime tentative de modération eut lieu. Un conseiller suggéra à Delacroix de transformer son discours en une allocution générale sur la déontologie judiciaire, sans citer de nom ni de cas précis. Le juge écouta en silence et refusa. Il se contenta de déclarer que les généralisations constituaient une autre forme de dissimulation. La veille de l'événement, Claire a reçu un court message d'un numéro inconnu. Le bureau administratif existe toujours. 3e étage, porte sans enseigne, aucune signature. Elle n'y est pas allée. Elle en avait déjà assez. Cette information n'était pas censée faire avancer les choses, mais confirmer que la vérité avait toujours été sous ses yeux, protégée par la normalité. La montée en puissance jusqu'au point culminant ne reposait pas sur des confrontations directes, mais sur des choix finaux. Chaque personnage décidait jusqu'où il était prêt à aller. La neutralité confortable n'avait plus sa place. Le système, habitué à absorber les chocs, approchait désormais d'un point où il devrait se justifier. Tout était prêt. Il ne manquait plus que le moment où les mots justes seraient prononcés, au mauvais endroit, pour que le silence puisse continuer à opérer. L'audience extraordinaire se déroula par un matin gris, typique de Paris, comme si la ville avait choisi de ne pas intervenir dans ce qui allait se produire. La salle choisie n'était pas la principale, mais elle n'était pas discrète non plus. Les magistrats occupaient les premiers rangs, les journalistes, les côtés. Il n'y avait pas de public ordinaire. Ce n'était pas un spectacle, mais une opération interne. Henri Delacroix entra sans cérémonie. Il ne portait pas de toge. Il était vêtu d'un simple costume sombre, presque anonyme. Il s'assit, attendit un silence complet, puis commença à parler sans longue présentation. Il ne fit aucune mention de sa carrière ni de ses mérites. Il commença par une date. 5 ans plus tôt, la même semaine, il avait reçu une demande officielle pour produire des éléments de preuve susceptibles de modifier substantiellement le procès de Julien Caron. Ces éléments, expliqua-t-il, étaient juridiquement valables, mais politiquement sensibles. Il mettait en cause non seulement l'entreprise de construction, mais aussi des défaillances dans le contrôle public et dans des contrats impliquant l'État lui-même. Delacroix décrivit ensuite la décision qui avait tout changé. La convocation d'Étienne Morel à une audition administrative non enregistrée. Il la justifia comme une tentative de évaluer les risques institutionnels. Un silence absolu régnait dans la salle. Il ne nia pas le caractère irrégulier de l'acte. Il admit que ce choix avait soustrait la procédure au cadre exclusivement juridique. Puis vint la révélation à laquelle personne ne s'attendait. Delacroix affirma qu'Étienne n'avait été ni menacé, ni enlevé, ni éliminé par des tiers. L'avocat avait quitté la pièce libre. Cependant, il avait reçu quelque chose qui n'aurait jamais dû lui être montré. Un dossier confidentiel contenant les noms de fonctionnaires, de magistrats et d'agents publics impliqués dans des omissions systématiques.
Son contenu plaçait Étienne face à un choix impossible: le révéler publiquement et détruire non seulement l'affaire, mais aussi le système même qui la soutenait, ou disparaître. Selon Delacroix, Étienne avait demandé 2 heures. Il avait dit avoir besoin de réfléchir. Il n'y avait ni surveillance, ni accompagnement. Le juge a reconnu que l'erreur avait été de croire que le système pouvait exercer une pression sur une personne sans assumer la responsabilité des conséquences de cette pression. Delacroix révéla alors le secret qui avait été gardé pendant 5 ans. Étienne Morel n'a pas disparu sous la contrainte extérieure. Il a choisi de disparaître. L'avocat a volontairement renoncé à son identité. Grâce à l'aide indirecte d'intermédiaires liés à l'État lui-même, des mécanismes créés à d'autres fins, il a été effacé administrativement. Non pas pour le protéger, mais pour l'empêcher de parler. Le silence a été négocié comme la solution la moins dommageable. Delacroix a reconnu sa part de responsabilité. Il a affirmé n'avoir donné aucun ordre, mais avoir créé les conditions propices à ses agissements. Le point culminant n'a pas résidé dans des aveux dramatiques, mais dans la banalité avec laquelle tout s'est déroulé. Claire Beaumont, assise au fond, comprit à ce moment-là l'ampleur du revirement. Il n'y avait pas eu de crime spectaculaire, seulement un choix rationnel fait par un système pour se préserver. Julien Caron écouta en silence. Il n'y eut ni absolution ni excuse formelle. Seulement la reconnaissance que sa condamnation était le prix acceptable à payer pour un équilibre plus grand. Le conflit central s'y est résolu, non pas avec une justice complète, mais avec une vérité crue, gênante et impossible à effacer. La révélation d'Henri Delacroix n'entraîna pas l'effondrement immédiat du système judiciaire français, comme certains le craignaient. Elle ne passa pas non plus inaperçue. Son effet fut plus subtil et, de ce fait précis, plus profond. La vérité, une fois exposée, ne pouvait plus être ignorée, même soigneusement dissimulée. Des enquêtes internes ont été ouvertes. Des comités d'éthique ont entrepris des examens limités, axés sur les procédures administratives et non sur les responsabilités individuelles. Personne n'a été formellement inculpé de la disparition d'Étienne Morel, car, techniquement, il avait choisi de disparaître. La légalité de ce choix demeurait ambiguë, trop ambiguë pour justifier des sanctions claires. L'entreprise de construction impliquée dans l'affaire Julien Caron a fait l'objet d'enquêtes administratives et de sanctions financières mineures. Aucune condamnation exemplaire, aucun aveu de culpabilité. Le système s'est adapté, comme toujours, absorbant l'impact sans s'effondrer. La condamnation de Julien n'a pas été annulée. Cependant, son dossier a fait l'objet d'une réévaluation symbolique, consignée dans un rapport technique reconnaissant des irrégularités de procédure. Cela n'a pas permis de récupérer les années perdues, mais a modifié le discours public. Pour la première fois, son nom n'était plus exclusivement associé à la culpabilité. Claire Beaumont publia le rapport le plus important de sa carrière. Non pas comme un exposé explosif, mais comme une reconstitution rigoureuse des décisions et de leurs conséquences. Le texte suscita des débats, des articles universitaires et un malaise institutionnel, point d'euphorie. Un malaise persistant s'installa de ceux qui ne disparaissent pas facilement. Henri Delacroix se retira sans grands hommages. Son nom fut évoqué avec prudence, comme une référence à une époque où la justice confondait prudence et omission. Il ne chercha pas la rédemption publique. Il assuma le poids d'avoir parlé trop tard, mais il parla. Quant à Étienne Morel, il restait officiellement porté disparu. Ni corps, ni trace, ni identité. Son absence devint le symbole le plus troublant de tous. La preuve que parfois, la vérité n'est pas étouffée par la force, mais négociée. L'histoire ne s'est pas conclue par la désignation de vainqueurs incontestables. Elle s'est conclue par la prise de conscience que certaines décisions, prises en silence, façonnent des destins pour des décennies, et que révéler le secret n'efface pas les dégâts. Cela les empêche seulement de rester invisibles. Des années plus tard, dans une petite ville côtière du nord de l'Europe, un homme vivait sous une autre identité. Il travaillait dans l'administration, fuyait les engagements à long terme et suivait l'actualité française de loin.
Lorsqu'il lut sur un site web étranger un article mentionnant l'affaire Julien Caron et un juge à la retraite qui avait témoigné trop tard, il ferma son navigateur sans manifester la moindre émotion. Le choix qu'il avait fait 5 ans plus tôt le maintenait encore en vie, mais jamais pleinement épanoui. Des histoires comme celle de l'avocat a disparu 2 heures avant le procès. Ces récits ne sont pas là que pour divertir. Ils provoquent, perturbent et nous obligent à nous interroger sur la possibilité de négocier la vérité au nom de l'ordre. Si ce récit vous a amené à réfléchir à la justice, au silence des institutions ou au choix irréversible, partagez votre interprétation dans les commentaires. Votre lecture pourrait révéler des nuances que d'autres n'ont pas perçues. Si vous appréciez les histoires réalistes et profondes, basées sur des dilemmes humains complexes, abonnez-vous à la chaîne. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires. Chacune d'elles est une invitation à voir au-delà des apparences. Et la prochaine pourrait être encore plus troublante.